Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Chers amis auditeurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 19 janvier 2021, et nous avons commencé nos émissions de ce jour, justement. Et permettez-moi de commencer par vous saluer, bonsoir, et surtout que le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous avons trois sujets à aborder, mais je vais d'abord vous présenter celui qu'on va aborder en langue française. Et puis après, les autres sujets qui seront avec Nyarwanda seront abordés après. Et aujourd'hui, nous avons un autre thème. Évidemment, vous savez que tous les mardis, nous abordons un thème qui est en relation avec la vie des Rwandais, un thème qui vise à éclairer, justement, comme le nom de notre radio le stipule très bien, la radio Rumuri, c'est-à-dire la radio qui éclaire, qui apporte la lumière, qui essaie d'éclairer les gens. Et aujourd'hui aussi, nous allons essayer d'éclairer un sujet. Nous allons vraiment essayer de voir un sujet qui est très délicat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ceux à qui j'ai envoyé les programmes de ce jour. Un sujet qui est très délicat, un sujet à savoir le génocide contre les Tutsis. Nous allons l'aborder dans un angle qui est un peu, on va dire, polémique, parce que il est des gens qui essayent de dire la vérité et toute la vérité sur ce qui s'est passé au Rwanda à partir des années 1990 ou 1990 chez nous, jusqu'en vers des années 2000. En fait, toute l'histoire du Rwanda à partir de 1990 jusqu'à nos jours, toutes les personnes qui essayent de dire la vérité et toute la vérité, j'insiste bien sur toute la vérité, parce que il y a la doxa rwandaise qui est là, qui est admise, qui est avancée, qui est soutenue par le régime actuel à Kigali, qui dit que le FPR a sauvé les Tutsis, qu'il a arrêté le génocide, que voilà, tous ceux qui cherchent à aller voir ce qui s'est passé réellement de l'autre côté, toutes ces personnes, tous ces gens sont traités de négationnistes. Et aujourd'hui, alors on va aborder ce problème aujourd'hui. On va voir qu'est-ce que le génocide, comment est-ce qu'il est utilisé, comment est-ce qu'il est abordé. Et pour ce faire, je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis, encore une fois, avec monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Ndagijimana, qui connaît plus que les autres. D'ailleurs, je crois qu'il est parmi les gens qui maîtrisent le mieux ce sujet. Parce que d'un côté, ce génocide-là a touché des deux côtés. Mais ça, je ne vais pas dire ça à sa place. Je vais d'abord le faire rentrer au studio. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, cher Célestin Sebahire. Bonsoir. Et je dis bonsoir aussi à tous nos auditeurs, à tous ceux qui suivent cette émission. Une émission, comme vous l'avez dit, à laquelle nous allons aborder un sujet très délicat, mais aussi de la plus haute importance pour le Rwanda, pour les Rwandais, mais aussi pour la communauté internationale dans son ensemble, puisque c'est un sujet qui dépasse les frontières d'un pays sur le plan légal et sur le plan géographique et territorial. Donc, je suis à votre disposition. On va essayer d'en parler. Je n'ai pas la prétention d'être un professeur devant des élèves. Non, pas du tout. C'est pour essayer ensemble, sous vos questions, essayer d'expliciter ce que je sais et de surtout ramener à l'actualité, à la situation ou la vision de notre pays, des Rwandais, sur la question du génocide aujourd'hui. Voilà, c'est ça ma prétention aujourd'hui. Oui, vous l'avez très bien signalé en disant qu'on va surtout ramener à l'actualité, justement. Et aujourd'hui, il y a certains chercheurs, certains écrivains qui sont en train vraiment d'aborder le sujet et qui font un travail purement scientifique, qui ne se soucient pas, qui oublient un tout petit peu
la doxa rwandaise, comme je disais tout à l'heure, qui disent qu'au Rwanda, il n'y a pas eu que, il y a eu que le génocide contre les Tutsis, qu'il n'y a pas d'autres théories, qu'il n'y a pas eu d'autres massacres, qu'il n'y a rien d'autre, au Rwanda, vraiment, qu'il n'y a eu que ces massacres contre les Tutsis. On a même remarqué que on continue à aller déterrer les restes des humains, mais en disant que tous les restes qu'on retrouve pour le moment, les restes des corps humains, ce sont des restes des Tutsis qui ont été massacrés. Et on en arrive maintenant à plus de 1 600 000, plus de 1 700 000 victimes du génocide contre les Tutsis. Mais ça, on ne va pas polémiquer sur le chiffre. Vraiment, c'est pas très important. Mais le problème, c'est que toutes les personnes qui essaient de dire tout compte fait, le FPR aussi aurait commis quelques crimes. Toutes ces personnes-là sont traitées de négationnistes. Et le cas le plus parlant pour le moment justement actuel, c'est l'écrivaine canadienne qui vient de sortir un livre intitulé L'éloge du sang en français et qui l'a d'abord écrit en anglais. Et si récemment, la Radio-Canada lui a donné une interview pour essayer d'expliquer cette autre version des faits qui se sont déroulés au Rwanda. Et la Radio-Canada a été, si on peut dire, attaquée. Non, pas attaquée, mais il y a des associations du Canada, notamment Page et Humura, qui ont écrit à la radio canadienne pour demander que l'émission soit retirée et que celui qui a mené l'interview soit sanctionné et que la radio demande pardon et que, parce qu'elle aurait donné justement l'interview à Madame Judy River, qui est qualifié, justement, qui est appelé de négationniste. Mais c'est ça qui m'a poussé à dire, tout compte fait, le génocide, comment est-ce qu'on doit l'aborder, comment est-ce qu'on doit en parler, et c'est pour ça que j'ai voulu ramener ce sujet sur la table de discussion aujourd'hui, pour qu'on puisse en parler de long à large. Surtout que récemment, j'ai vu que vous avez fait une émission en langue nationale qui parle du génocide. Alors, je voudrais vraiment vous laisser nous éclairer justement à ce sujet pour qu'on puisse échanger et pour qu'à la fin de cette émission, on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement au Rwanda, et quelles sont les différentes théories qu'il y a eu, les massacres qu'il y a eu, comment est-ce qu'on peut les qualifier, qui est responsable de quoi. C'est tout ça, c'est toutes ces questions qu'on va essayer de répondre, monsieur l'ambassadeur. Mais vous, monsieur l'ambassadeur, quand je crois me souvenir d'ailleurs que vous-même, vous avez été à un certain moment qualifié de négationniste ou de quelqu'un qui minimise le génocide contre les Tutsis, non? Je me trompe? Écoutez, c'est pas à un moment donné, c'est permanent aujourd'hui encore. À Kigali, en France, en Belgique, il y a, en tout cas dans les milieux qui soutiennent le Front patriotique rwandais de Paul Kagame ou qui ne veulent pas que les crimes du FPR, donc de Kagame, soient connus et dénoncés, on continue toujours à me traiter de négationniste. Je ne suis pas négationniste, tout le monde le sait. J'ai défendu mon honneur devant la justice française face à des gens qui voulaient absolument que je sois reconnu négationniste et la justice a suivi mon point de vue, selon lequel, en fait, dire et affirmer qu'il y a eu un génocide contre les Hutus, les populations Hutus, ce n'est pas nier le génocide contre les Tutsis. Et de toute façon, en ce qui me concerne, je suis incapable de le faire. Je suis incapable de nier le génocide des Tutsis, comme je suis incapable de nier le génocide des Hutus, pour plusieurs raisons. La première raison, elle est bêtement égoïste, tout simplement parce que j'appartiens au groupe ethnique Hutu et Tutsi. Je dis souvent que je suis un Hutu d'origine Tutsi, ou parfois que je suis un Tutsi d'origine Hutu. En tout cas, je suis les deux. Et je défie quiconque voudrait me dénier ce droit et cette qualité d'appartenance mixte aux deux groupes principaux de notre pays. Donc, je ne suis pas de ceux qui peuvent chanter, danser lorsque des Tutsis se font massacrer, pas du tout. Et je l'ai démontré aussi dans mon histoire personnelle. En 1994, tout le monde sait comment je me suis comporté lorsque le génocide a commencé. Qu'est-ce que ça m'a valu? Et tout le monde sait aussi comment je me suis comporté, quelle a été mon attitude et ma réaction lorsque j'ai commencé à avoir les preuves que le Front patriotique rwandais, que le gouvernement rwandais, auquel j'appartenais d'ailleurs,
avait une armée presque exclusivement du FPR à l'époque, en 1994, qui s'adonnait au massacre massif et systématique des populations Hutus dans les zones qu'elle contrôlait. Donc, de ce côté-là, je ne veux pas être un négationniste. Et sur le plan légal, je ne suis pas non plus un négationniste, puisque je l'ai dit au début, hein, j'affirme, et je ne nie rien, j'affirme que des Tutsis ont fait l'objet de massacres organisés, systématiques, ciblés, parce qu'ils étaient Tutsis, pendant 3 mois en 1994, d'avril à juillet 1994, et j'affirme aussi que depuis 1990, dans les zones contrôlées par le FPR, ce mouvement s'est adonné à des massacres sélectifs, systématiques et massifs contre les populations civiles Hutus. Je parle notamment de la région nord que le FPR occupait depuis 1991, hein, si vous voulez, mais aussi dès son entrée au Rwanda en 1990, en octobre, ce mouvement politico-militaire a massacré des populations civiles, tout le monde le sait. Et les rapports existent, hein, ce n'est pas des choses qu'on invente. La seule différence, c'est qu'au bout du compte, en 1994, le FPR, le mouvement politico-militaire dirigé par Paul Kagame depuis 1990, a gagné la guerre. Et donc, en gagnant la guerre, il est au pouvoir depuis 1994 et naturellement, il ne veut pas qu'on évoque les crimes qu'il a commis contre les populations rwandaises. Et le FPR n'a pas tué que des Hutus, il a massacré beaucoup de Tutsis, notamment, on se rappelle le massacre des Bagogwe qu'il a voulu prêter aux Interahamwe et au gouvernement de Habyarimana. Tout le monde le sait aujourd'hui, les militaires du FPR qui ont participé à cette opération l'ont révélé avec force détail, mais on nous demande évidemment de fermer l'œil. Et comme c'est un gouvernement qui a les moyens, qui a une communication facile, qui a vraiment des outils de propagande très, très, très exercés, et à mon avis, c'est un des pays les plus outillés pour, en matière de communication mensongère. Leur point de vue demeure celui de 1994, en disant que c'est le FPR qui a arrêté le génocide. Pas du tout, on pourra y revenir si vous posez des questions à ce sujet. Que le FPR a chassé les génocidaires, peut-être bien, oui, parce que la guerre, quand même, s'est terminée sur la victoire du FPR, mais le problème, c'est qu'il y a eu un nouveau génocidaire installé à Kigali, le FPR en l'occurrence. Oui. Tout ceci, je pense qu'il faudrait peut-être commencer par rappeler ce que c'est qu'un génocide, parce que aujourd'hui... Exactement, c'est là où je voulais en venir justement, parce que je voyais que, c'est juste pour essayer de nous mettre sur les rails, si vous voulez rentrer le sujet, mais exactement. Mais je voulais commencer par le début, justement, pour qu'on puisse parler de génocide. Qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda? Pourquoi est-ce qu'on parle de génocide? Qu'est-ce qu'est le génocide finalement? Pour qu'on puisse voir... Le mot génocide n'a pas été inventé par les Rwandais. C'est pas un terme inventé en 1994, en 1994. Le terme existe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, il a été officialisé, du moins la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide date de 48, date du 9 décembre 1948, sauf qu'elle est entrée en vigueur, cette convention, le 12 janvier 1951. Un hasard de calendrier, moi je suis né le lendemain, ce qui ne présage de rien. En tout cas, je suis né le 13 janvier 1951, au lendemain de l'entrée en vigueur de cette fameuse convention. Et donc, c'est dire qu'elle me colle à la peau depuis le début. Qu'est-ce qu'elle dit, cette convention? Comment définit-elle un génocide? Je demande la patience, hein, donc je vais lire quand même l'article, même si tout le monde connaît cet article. Hein. L'article 2 de la fameuse convention dont je viens de parler, elle dit, dans la présente convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, ou tout, ou en partie, donc détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux. C'est une liste limitative, comme telle. Hein. Alors, ces actes peuvent se caractériser par le meurtre de membres du groupe,
Ça, c'est le A. Le 2, c'est l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. La soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle. Quatrièmement, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Et cinquièmement, le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de se demander si de tels actes, si de tels crimes commis, enfin, en tout cas, définis ainsi par la Convention de 48, s'ils ont eu lieu au Rwanda. Je vais commencer par le groupe des Tutsis. Est-ce qu'il y a eu meurtre de membres du groupe Tutsi? Parce que pour moi, le groupe Tutsi existe, le groupe Hutu existe, et le groupe Twa et les autres, y compris les enfants et les descendants de tous ces groupes mixtes. Alors donc, est-ce qu'il y a eu meurtre de membres du groupe Tutsi? Oui. Là, je l'affirme, il y a eu de nombreux meurtres de membres du groupe Tutsi. Est-ce qu'il y a eu atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de ces membres? Oui. Est-ce qu'il y a eu intention? Bref, si vous prenez cette définition, un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire ou tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. En l'occurrence, pour le Rwanda, on peut parler de groupe ethnique. Est-ce qu'il y a eu meurtre de Hutus? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y avait intention de tuer des Hutus ou tuer des Tutsis? En ce qui me concerne, j'affirme, et j'ai les moyens de prouver ça, qu'il y a eu une intention délibérée des auteurs de ces massacres, de ces meurtres, une intention de détruire tout ou partie d'un groupe qui était ciblé par les massacreurs. Maintenant, il appartient aux autres de me dire que sur tel point, je mens ou que j'exagère les faits. Nous avons des rapports établis par des Rwandais, des rapports d'organisations internationales, des rapports de l'ONU, qui est quand même la super organisation internationale, qui affirme, preuve à l'appui, que des Tutsis ont été massacrés en masse, qu'ils étaient ciblés comme Tutsis, et tout le monde le sait, nous connaissons notre histoire, parce qu'ils étaient ciblés, parce qu'ils étaient Tutsis, assimilés au groupe FPR qui avait attaqué notre pays. Et les Hutus aussi ont subi des massacres intentionnels commis par une armée organisée, l'armée du FPR. Est-ce que c'était pour les exterminer en totalité? Peut-être pas, mais en tout cas, certains disent, notamment des membres du haut commandement du FPR, des officiers supérieurs du groupe rebelle, affirment qu'il y avait un programme pour réduire le nombre des Hutus, parce qu'ils étaient considérés comme trop nombreux, et que donc, si on pouvait en tuer le maximum possible, qu'il y aurait une sorte d'équilibre numérique entre les Hutus et les Tutsis. Donc, moi, je ne doute pas du tout, je n'hésite pas à affirmer qu'il y a eu, au sens de cette convention, qu'il y a eu un génocide contre les Tutsis, pendant une période donnée, et un génocide contre les populations Hutus. Je ne parle pas de ceux qui l'ont fait. Je ne donne pas l'ethnie de ceux qui ont commis ces deux génocides. Parce que nous devons le rappeler. Nous devons le rappeler surtout à l'intention de ceux des étrangers qui pensent connaître l'histoire du Rwanda. Je rappelle que aussi bien les Interahamwe, c'est-à-dire ceux qu'on appelle parfois des extrémistes Hutus, que le Front patriotique rwandais, qui était majoritairement Tutsi, l'armée du FPR de Paul Kagame, les deux étaient constitués de deux ethnies principales. Et comme par hasard, le président des milices Interahamwe était un Tutsi, et non pas un Hutu. Et le président du Front patriotique rwandais, c'était un Hutu. Kagame était le chef de l'aile militaire. Mais le président du FPR, c'était un certain
Alexis Kanyarengwe, un Hutu, un ancien de l'armée de Habyarimana, de l'armée rwandaise, qui était quelque part le numéro 2 ou 3 du régime du président Habyarimana, avant qu'il ne fuit en Tanzanie et puis en Ouganda pour rentrer avec l'armée du FPR. Et je peux affirmer aussi qu'au sein des Interahamwe, il y avait pas mal de Tutsis qui ne se sont pas démarqués des autres miliciens pendant le massacre des Tutsis. Tout comme pendant toute la durée du massacre des Hutus par le FPR, on n'a jamais entendu un officier ou un responsable Hutu du FPR dénoncer ces massacres. Et ce n'est même pas le plus important en fait. Ce qui est important, c'est de dire que les Hutus, les populations Hutus, ont subi un génocide, le prouver. Nous sommes prêts à le faire dans un débat ou dans le prétoire, s'il y avait un procès à ce sujet, et qu'il y a eu un génocide des Tutsis pendant une période donnée. Alors, le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est toute la manipulation qu'on a déjà dénoncée dans d'autres émissions, c'est la redéfinition du génocide et surtout des victimes du génocide, de la date de début des génocides. Certains disent que le génocide des Hutus a commencé le 1er octobre 1990, alors qu'aujourd'hui, le régime du FPR, de Paul Kagame, affirme, et cela figure dans plusieurs lois, dans des lois sur le génocide des Tutsis, ils affirment que le génocide des Tutsis a commencé le 1er octobre 1990. C'est-à-dire, suivez mon regard, c'est le jour où le FPR a attaqué le Rwanda à partir du territoire ougandais. Donc, selon le gouvernement rwandais, ce jour-là, le génocide des Tutsis a commencé. Alors que dans les instances internationales, le gouvernement de Paul Kagame affirme et demande le soutien de tous les pays du monde pour affirmer que le génocide des Tutsis a commencé le 7 avril 1994, mais dans les lois internes, pour plusieurs raisons que nous pourrons aborder dans cette émission, si vous voulez, ou dans une autre émission, eh bien, ils définissent le génocide des Tutsis comme celui ayant commencé le 1er octobre 1990. Ceux des familles qui ont eu des victimes dans leur famille, justement, pourront, je les invite vraiment à y réfléchir et à se dire, mais pourquoi? Pourquoi tout d'un coup, depuis quelques années, le gouvernement de Kagame a redéfini la période du génocide des Tutsis? Vous soulevez un problème que beaucoup de Rwandais ignorent, parce que on entend souvent parler à la radio rwandaise, surtout dans les médias, soit nationaux ou pro-FPR. Il y en a même qui disent que le génocide aurait été commencé à être préparé vers les années 1950-59, et que la révolution dite, la révolution sociale de 1959, c'était en quelque sorte un essai pour voir si on peut faire un génocide, que ça a continué, qu'il y a eu des massacres, qu'on a tué les Tutsis dans les années 63, 62, jusqu'à 67, et que vraiment, en 1994, c'était vraiment le point culminant, c'était le summum du génocide, mais ils disent qu'on aurait commencé à le préparer depuis 1959, et ceux qui disent ça, d'ailleurs, se basent sur les soi-disant, les écrivains ou les chercheurs européens qui auraient instrumentalisé, je ne sais pas comment dire ça, qui auraient manipulé les Rwandais en les opposant les uns aux autres, et que les Hutus auraient écouté ces Occidentaux et qu'ils se seraient rués sur les Tutsis pour les massacrer, ici en 1994. Mais, à vous soulever une autre suggestion, parce que, normalement, nous savons que le gouvernement rwandais s'est battu bec et ongle pour que, d'abord, ce que les Nations Unies avaient reconnu au Rwanda, ce qui s'est passé en 1994, on disait, le génocide rwandais, qu'il puisse changer d'appellation, qu'on dise maintenant que c'est le génocide contre les Tutsis, se sont battus, vraiment pour qu'il y ait son changement de nom. Peut-être que vous allez nous dire un mot sur ce changement ou cette bataille qu'ils ont finalement remportée, qu'ils ont gagnée. C'est de un. Et de deux, je me rappelle qu'il n'y a même pas quelques années ici, chaque fois qu'on voulait
commençait à célébrer, par exemple, le génocide le 6 avril, on était traité de tous les noms. On disait que non, le génocide a vraiment commencé le 7 avril. Il y a eu tellement de polémiques, même ici en Belgique, même en France d'ailleurs, comme quoi il y avait vraiment beaucoup de gens qui insistaient, qui voulaient vraiment que le génocide soit célébré, commémoré le 7, à partir du 7 avril. Je me rappelle même qu'il y a 1 an ou 2 ans, il y a même les membres de l'ambassade de Belgique en France, au Rwanda, qui ont été expulsés parce qu'ils avaient commencé à commémorer le génocide le 6 avril. Ils disaient, ils ont été carrément, ils leur ont donné quelques 48 ou 24 heures, et puis ils ont plié bagage, ils sont revenus ici en Belgique. Pour dire vraiment qu'ils ont insisté pour que ce soit le début du génocide, ce soit le 7 avril. Et alors, vous nous dites ici que ils auraient changé dans les lois internes, que le génocide aurait commencé en 1990. C'est ça que vous dites maintenant. Vous savez nous éclairer un peu plus, monsieur l'ambassadeur? Bon, je ne vais pas, franchement, revenir sur toutes les théories fantaisistes qui prétendent que le génocide des Tutsis a commencé en 1959. Et si c'était le cas, ça se saurait. Il n'y a pas eu un génocide en 1959. Il y a eu, c'est vrai, pendant la période révolutionnaire de 1959, il y a eu des assassinats gratuits, inutiles, de personnes censées être contre la révolution. Et c'était majoritairement des personnes de l'ethnie Tutsi. Mais il y a eu aussi des Hutus. Chez moi, dans la préfecture de Cyangugu, à l'époque c'était la province de Cyangugu, il y a eu des Hutus qui ont été tués par leurs voisins ou par l'administration communale ou je ne sais plus qui organisait tout ça. Donc il y a eu certainement des morts inutiles pendant cette période. Je ne vais pas dire comme dans toutes les révolutions, comme en France, comme en Russie, comme ailleurs, mais ça ne s'est pas appelé génocide en ce moment-là. Maintenant, si on veut remonter plus loin, parce qu'il y en a aussi qui, avec la même fantaisie, disent que le génocide au Rwanda a commencé en 1896, à l'époque du massacre de Ruchunchu. Il y en a qui disent cela. À l'époque, ce n'était pas entre les Hutus et les Tutsis, c'était entre les deux clans royaux, Abega contre ceux qui étaient au pouvoir. Oui. Donc, il y a eu l'élimination et l'extermination de la famille du roi de l'époque, le Talingwa. Et certains disent que c'était un génocide intra-Tutsi, un génocide interclanique. Maintenant, on peut là aussi en discuter, mais lorsque nous parlons du génocide des Tutsis aujourd'hui, lorsqu'au Rwanda on parle du génocide des Tutsis, moi je crois qu'il faut vraiment éviter d'extrapoler parce que ça fait mal à tous ceux qui ont perdu des parents en 1994, de vouloir étendre ça, comparer à des choses incomparables. Il faut déjà qu'on puisse s'entendre sur les événements les plus récents, les plus douloureux, les plus massifs, le génocide de 1994, des deux côtés. Et il n'y a pas que le génocide du Rwanda, parce qu'il y a eu aussi un génocide contre les Hutus au Zaïre, République démocratique du Congo, et contre les Congolais. Ça ne saurait tarder qu'on en parle d'ailleurs et que ça fasse l'objet de poursuites pour ceux qui ont commis ces crimes. Et donc, moi, j'affirme que le génocide des Tutsis, et c'est effectivement ce qu'on disait aussi au cours des premières réunions du gouvernement de 1994, j'y étais, on évoquait le génocide des Tutsis commis entre avril et juillet 1994. En ce moment-là, on n'a jamais parlé du génocide de 59 ou de 86, 1886. Il y a une logique à tout ça, mon frère Célestin, il y a une logique. Le génocide... Justement, c'est cette logique que j'aimerais qu'on puisse éclairer les gens. Voilà, je veux la logique tenter d'expliquer un peu. Je veux tenter d'expliquer parce que voilà. La stratégie du FPR en la matière est basée sur le mensonge, la pression, faire peur, terroriser l'adversaire pour avoir tout de son côté, pour gagner à tous les coups.
Donc, en 1994, effectivement, on parlait du génocide des Tutsis. C'était clair et net. C'était clair. Mais on ne se perdait même pas dans les définitions juridiques. On disait qu'il y a eu un génocide contre les Tutsis. Et c'était facile à voir. Parce que moi, quand j'ai débarqué à Kigali, la plupart de mes amis étaient déjà morts. Les amis Tutsis, toutes mes connaissances Tutsis avaient pratiquement disparu. C'était une réalité. Et dans la foulée, j'ai découvert que de l'autre côté, partout où était passé le FPR, tous mes camarades, tous mes copains, les fonctionnaires que j'avais connus quand j'étais secrétaire général à la fonction publique, ils avaient été assassinés pour ceux qui étaient dans la zone du FPR. Et petit à petit, les gens en sont venus à faire des confidences. Et on a compris qu'il y avait un génocide et qu'il continuait jusqu'à Kibero, jusqu'à plus tard au Congo, jusque dans les préfectures que le FPR a occupées après la prise du pouvoir. Donc, jusque-là, ça ne posait aucun problème. La difficulté, je pense, pour le FPR, c'était de tout faire pour justement ramener à Habyarimana les crimes qui avaient été commis après sa mort. Pour prouver que Habyarimana a été tué par des extrémistes Hutus qui voulaient parachever le génocide commencé le 1er octobre 1990. Mais comme ça ne clopait pas avec la version vendue par le gouvernement rwandais, ils se sont dit peut-être que pour impliquer le président Habyarimana et son système, pour le faire, il faut remonter à la période où il était encore président de la République et où il était encore vivant pour l'impliquer dans le génocide des Tutsis. Ce ne sera pas possible parce que tous ceux qui connaissent la situation, tous ceux qui connaissent l'histoire du Rwanda savent qu'entre octobre 90 et avril 94, il n'y a jamais eu de génocide. La preuve, c'est que le FPR et les chantres de cette version ne sont pas capables de dire dans quel village, dans quelle préfecture, dans quelle commune, sur quelle colline, il y a eu un génocide contre les Tutsis, ou tout simplement de donner la liste des Tutsis tués pendant ce génocide. C'est vrai, là aussi, il y a eu des crimes contre les Tutsis, Bugesera, Kibirira et ailleurs. Mais ce n'était pas des génocides, c'était des massacres, comme ça, momentanés, et le gouvernement intervenait pour les arrêter. Le gouvernement, à l'époque de Habyarimana, ce n'est pas à l'époque de Kagame. Donc, on ne peut pas dire, sauf vraiment, si on veut faire porter le chapeau au président Habyarimana, à tous ceux qui étaient dans le gouvernement Habyarimana, y compris, moi, quand je discute avec ceux qui défendent cette thèse, je leur dis, mais alors, donc, tous ceux qui étaient dans le gouvernement Habyarimana après octobre 90, ils sont quelque part responsables de ce génocide. Et tout le monde sait que à partir de juin 91, le multipartisme a été introduit au Rwanda et que le gouvernement, les différents gouvernements jusqu'en 94 étaient dirigés par des membres de l'opposition démocratique. Et que dans ces gouvernements, il y avait plusieurs Tutsis qui avaient des rôles et des postes importants. Donc on va leur faire porter le chapeau pour faire plaisir à Paul Kagame. Et au FPR, moi je dis non. Les Rwandais doivent savoir que le système de mensonge, un mensonge qu'on ne peut plus supporter, que ce système doit être dénoncé par les Hutus, par les Tutsis, pour donner la chance à nos communautés de se réconcilier. Il ne faut pas qu'on fasse tout. Je ne vous ai pas lu la définition d'ailleurs de ce génocide par... je vais donner l'exemple de la loi portant création du Fonds de soutien et d'assistance aux rescapés. C'est le FARG qu'on appelle. Donc, déjà l'intitulé, c'est Loi numéro 81/2013 du 11 septembre 2013 portant création du Fonds de soutien et d'assistance aux rescapés les plus nécessiteux du génocide perpétré contre les Tutsis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994. Vous avez bien compris. Donc, pour eux, voilà la période du génocide. Et lorsqu'ils commencent à définir les actes de négationnisme, lorsqu'ils disent il y a eu un négationnisme, plutôt il y a des négationnistes au Rwanda, la même chose, ils disent que
le négationnisme, plutôt le génocide dont il est question contre les Tutsis, c'est celui qui a commencé le 1er octobre 1990. Vous comprenez? Et donc, les raisons, elles sont nombreuses. D'abord, là, je parlais du FARJ, de ce fonds qui a permis au gouvernement de Paul Kagame d'amasser des sommes énormes pour, soi-disant, porter assistance aux rescapés Tutsis. Et je vous assure que avec le déplacement du début du génocide des Tutsis à octobre 90, il y a eu plusieurs manipulations énormes. Il y a des militaires, des familles de militaires du FPR qui sont arrivés au Rwanda précisément ce jour-là, qui ont dit, mais puisque le génocide a commencé le 1er octobre 1990, et que nous aussi nous sommes des Tutsis, nous sommes donc attitrés pour bénéficier du fonds réservé aux rescapés Tutsis. Ça, c'est un. Et beaucoup d'autres. Et vous vous souvenez d'un cas très connu. Un frère du président Habyarimana avait été poursuivi dans les tribunaux Gacaca, soi-disant qu'il avait massacré des Tutsis pendant le génocide, qu'il avait dépossédé des gens de leurs biens, etc., pour se rendre compte plus tard que cette personne était morte avant. Et il y a eu plusieurs cas. Et donc, pour étendre la responsabilité du crime de génocide à tous les Hutus habitant le Rwanda d'octobre 90 à décembre 94, ils ont inventé cette nouvelle définition du génocide des Tutsis qui aurait commencé le 1er octobre 1990. Je pense que tous ceux qui aiment la vérité, tous ceux qui refusent d'être entraînés dans cette logique de mensonge et de globalisation, de criminalisation de toute une partie de la population rwandaise, il faut vraiment, vraiment combattre ce mensonge et demander que le gouvernement rwandais change cette loi, qu'il dise ce qu'il dit dans les instances internationales. La définition qu'ils ont donnée à l'OIA, à l'ONU et partout ailleurs d'un génocide commencé le 7 avril, ça peut passer. Moi, j'avais une petite question, parce que je me disais peut-être que quand ils ont créé son fonds, donc FARJ, dont vous nous avez parlé, peut-être qu'en reculant la date de ce génocide, peut-être qu'ils voulaient justement inclure parmi les victimes des massacres qui ont lieu. Ils voulaient peut-être que les victimes des massacres qui ont lieu avant 1994 puissent aussi bénéficier de cette aide, parce que justement, et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même les Tutsis qui ont été tués avant 1994 et eux aussi qui ont été tués parce qu'ils étaient Tutsis, parce qu'on les soupçonnait de collaborer avec le FPR qui a attaqué le Rwanda. Peut-être qu'on pourrait penser ça encore, ça aurait un certain sens. Mais dans ce cas-là, que l'on parle de tous les crimes, parce que le Rwanda n'était pas habité que par des Tutsis en 1990-94. Mais qu'on parle de génocide ayant commencé le 1er octobre 90, effectivement, ça peut être une des interprétations. Mais la vérité, c'est qu'on a inclus, et on ne l'a jamais dit aux Rwandais, mais les bénéficiaires le savent, les militaires du FPR qui combattaient dans ses rangs à partir du 1er octobre 1990, ont bénéficié du FARJ. C'est une réalité dont on n'a jamais parlé, mais c'est la vérité. Et justement, ils ont adapté cette loi pour les mettre pour faire que la mort, y compris les militaires morts au front, les militaires Tutsis qui ont été tués pendant la guerre, sont maintenant considérés comme des victimes du génocide des Tutsis. Voilà ce qu'il faut dire. Et alors, et les militaires, si on comprend bien, c'est une façon insidieuse de dire, si le génocide a commencé en 1990, et que même nous, militaires, qui étions venus pour arrêter le génocide, si nous sommes morts sur le front, en voulant aller arrêter le génocide, c'est parce que nous aussi, nous sommes victimes de ce génocide. Si je comprends leur logique, alors. C'est la logique même, parce qu'ils disent en plus,
qui sont arrivés le 1er octobre 90 pour arrêter ce génocide qui avait commencé le 1er octobre. Ils sont venus le matin, mais pour eux, le génocide avait déjà commencé la nuit, pendant la nuit. C'est vraiment vicieux comme stratégie, c'est très vicieux. C'est ça qui fait qu'il est difficile de faire confiance à ce gouvernement et surtout au Front patriotique rwandais. Mais il y a beaucoup d'autres interprétations, Célestin. Il y a des interprétations qui sont presque diaboliques quand on y pense. C'est vraiment... on en parlera plus en détail, mais je vous dis que les militaires et les familles des militaires du FPR bénéficient du FARG. Il y a autre chose. Vous savez, au départ, ça demandera une émission pour que j'expose ce que j'ai eu comme résultat dans mon enquête sur le nombre des Tutsis morts pendant le génocide de 1994. Parce que j'ai fait des recherches sur ce sujet, je n'aime pas souvent me mêler des chiffres parce que ce soit 100 000, 200 000, 300 000, 1 million, 1 million 500 de victimes Tutsis ou Hutus. Pour moi, ça a de l'importance, mais un Rwandais tué déjà dans ces circonstances, c'est déjà très grave. Et vous savez, en résumé, en 2000, on connaissait le nombre de Tutsis morts pendant le génocide. Le Rwanda est un petit pays de collines où il y avait des secteurs, des cellules. Dans la même commune, on pouvait connaître, au niveau de la commune, on pouvait connaître tous les citoyens habitant cette commune. Dans un secteur, tout le monde se connaissait. Dans les cellules, encore plus. Donc, le décompte des victimes, qui a été fait de manière professionnelle, ça je vous le dis, parce que j'ai eu des membres de la famille ou d'autres personnes, des amis qui ont participé au recensement. Le recensement des victimes Tutsis a été fait de manière professionnelle. Je dirais même que c'était pour la première fois l'introduction des laptops dans ce genre de travail. Des équipes ont été dépêchées partout dans le pays, dans toutes les préfectures, dans toutes les communes, dans les secteurs, dans les communes, dans les prisons rwandaises où il y avait des génocidaires. Et chaque génocidaire était prié de dire qui avait été assassiné sur sa colline et qui avait éventuellement survécu. Et de toute façon, les survivants, on les connaissait aussi, quelques années après le génocide. Et donc, le rapport qui est sorti de cette enquête nationale et qui se faisait au quotidien, ce rapport, il a existé, il est connu par, d'abord, ceux qui ont fait ce travail, ceux qui ont élaboré ce rapport et qui l'ont transmis, et surtout ceux qui ont reçu l'ordre de ne plus jamais en parler, qu'ils étaient dessaisis de ce dossier. Pour entendre ensuite... En disant cela, ça me fait penser aussi à une autre enquête, non, pas une enquête, une recherche carrément universitaire qui a été menée par un professeur américain, je me rappelle bien. Il allait sur toutes les cellules, dans toutes les collines. Comme vous dites là, justement, c'est vrai, parce que les Rwandais se connaissaient, chacun connaissait... Mais il a travaillé justement avec ceux qui avaient fait le travail préliminaire. Oui, quand il a fait quelques préfectures, on l'a arrêté parce qu'ils ont dit non. Toi, à mon avis, toi faire sortir la vérité sur ce qui s'est passé chez nous. Si on se rend compte que le nombre de victimes qui sont vraiment réelles, qu'il avait trouvé sur le terrain, s'il est différent de ce que nous on veut qu'on dise, que ce soit le nombre de victimes, non, alors, ils l'ont arrêté avant même qu'il finisse son travail de recherche. Le problème est né lorsqu'on leur a dit, mais Monsieur le Président, Messieurs les ministres ou autres représentants du FPR, mais ce n'est pas possible ce que vous dites. Pendant la période des 3 mois, il ne peut pas avoir eu 1 million de morts. Ils ont commencé à leur sortir les statistiques censitaires. Ils ont commencé à leur dire, mais regardez, au Rwanda, il y avait autant de Hutus et autant de Tutsis. Comment se fait-il qu'avec autant de Tutsis morts, il en soit resté autant dans le pays? Vous savez, un génocide, ce n'est pas une mince affaire. Hein.
les étrangers, ils se sont tus, ils ont laissé passer, à part les deux professeurs américains dont vous faites mention, que vous mentionnez là. Mais moi, je n'ai pas eu ce rapport de ces Américains que je ne connais pas. Je les ai vus une fois à la télévision, qui en parlaient, et moi, j'ai eu le rapport de nos compatriotes qui ont participé, j'allais dire, c'est pas un inventaire, c'est un recensement systématique des victimes. C'est un genre de recensement macabre, l'air de rien. C'est-à-dire que ce n'est pas macabre, il fallait absolument qu'on sache qui a été tué pendant le génocide, quelle famille sera indemnisée et qui pourra être poursuivi pour avoir massacré telle ou telle famille. Au départ, c'était tout à fait normal. Ce qui est macabre, c'est d'avoir pris le rapport, les chiffres fournis par cette équipe, par la commission, c'était une commission nationale, qui avait des branches dans chaque préfecture, dans chaque commune, et qui se déployaient sur les collines, dans les secteurs et dans les cellules. C'est un travail qui a été fait de la manière la plus professionnelle. Et moi, j'ai eu donc des témoignages des membres de cette commission qui m'ont rapporté comment ça s'est fait et comment, à la fin de leur travail, on les a appelés, on les a convoqués pour leur dire, écoutez, messieurs, dames, vous avez fini votre travail, vous oubliez ce rapport et surtout ne dites rien à personne. Sauf qu'ils oubliaient que ces personnes ont des membres de famille, qu'ils ont des amis et qu'ils ont une conscience qui les démange. Lorsqu'ils s'entendent dire qu'au début, ils disaient 500 000 Tutsis tués. Déjà là, ça faisait mal à plusieurs. Quelques temps après, ça devient 1 million. Et maintenant, on est à 1,5 million ou plus. Comment voulez-vous que les bailleurs de fonds, ceux qui aident le FARJ ou qui aident les rescapés, qui aident les victimes Tutsis, aillent comprendre que l'on passe de 280 000 à 500 000, et puis à 1 million, et puis à 1,6 million. Ils se taisent pour ne pas justement tomber dans le même travers de calcul macabre, mais ils savent, ils connaissent la vérité. Et nous, Rwandais, nous devrions vraiment nous asseoir et dire non, non, il ne faut pas qu'on continue à être manipulé par un gouvernement qui a basé sa stratégie de communication sur le mensonge et sur la terreur. Ça, il faut qu'on le dise. Si vous voulez, moi j'ai encore des éléments sur ce recensement. En parlant des rapports qui ont été occultés, des rapports qui ont été occultés, qui ont été cachés, ça me fait penser aussi au fameux rapport Garrison qu'on a carrément, comme si de rien n'était, quoi, comme s'il n'avait rien, comme s'il n'avait rien fait, alors que le monsieur, il a été mandaté, il avait fait son travail comme il faut. Au moment où d'aller rendre le rapport, hop, il disparaît. Le rapport disparaît. On parlait de rapport mais effectivement, oui. On parle souvent de Robert Garsoni, ça c'est en 94, mais il y a eu aussi Garreton, au Zaïre. Oui. Garreton, un grand expert qui avait fait des rapports sur d'autres massacres dans d'autres pays, eh bien, lorsqu'il a essayé de remettre il a remis 2 fois son rapport. Et dans les 2 cas, il disait qu'il y avait eu un génocide au Congo. Et dans les 2 cas, son rapport a été mis dans les tiroirs jusqu'à ce qu'on envoie une autre équipe. Celui qui a sorti finalement le rapport mapping. Donc, on ne va pas revenir sur tous ces rapports, on en parlera petit à petit. Mais ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que aussi bien la définition du génocide des Tutsis est erronée, mais surtout, la grande injustice, c'est que le gouvernement rwandais a tout fait pour qu'on n'évoque pas les crimes commis par l'armée actuelle après 1994, mais aussi et surtout les massacres commis par les troupes de Paul Kagame dans la région qu'il contrôlait avant le génocide des Tutsis. Donc, ce que nous devons, je pense, mettre en exergue aujourd'hui, c'est cette instrumentalisation du génocide et surtout les mensonges qui l'entourent. Est-ce pour cette raison que vous avez dit dans l'émission dont j'ai parlé tout à l'heure, l'émission avec Nyarwanda, que vous avez affirmé que c'est, on va dire, le FPR ou alors le pouvoir de Kigali qui est tout compte fait, qui est négationniste du génocide, ou alors qui le minimise tout simplement, qui minimise le génocide. Est-ce pour toutes ces raisons que nous venons d'évoquer que vous avez affirmé cela, monsieur l'ambassadeur? C'est exactement cela. Je dis que
Je suppose que vous aussi, vous avez perdu des membres de votre famille dans le génocide, hein, dans l'un ou l'autre génocide. Moi, j'ai perdu des membres très proches de moi dans l'aile Tutsi de ma famille. J'ai perdu des cousines, hein, les enfants de ma tante maternelle. Qui en Rwanda, on ne les appelle pas des cousines d'ailleurs. J'ai perdu des cousins. On les appelle frères et sœurs. Et j'ai perdu aussi des cousins du côté de mon père, des neveux, Hutus cette fois-ci. Et vous, Célestin, je suis quasiment sûr, parce qu'il n'y a pas eu une famille rwandaise épargnée par ces massacres, je suppose que vous avez aussi perdu des membres de votre famille. Alors, entendre dire, voilà, vouloir noyer ces massacres dans une période de 4 ans, c'est comme si vous preniez de la farine que vous disséminez. C'est comme si vous réduisiez à néant ces massacres. En fait, comme si vous en diminuiez la gravité. Passer de 3 mois, en ce qui concerne le génocide des Tutsis, à 4 ans, dire que ça s'est passé en 4 ans, c'est en réduire la gravité. Juste pour des raisons d'intérêt personnel au FPR, quoi, pour que ces militaires, les familles de ces militaires, puissent en profiter. C'est-à-dire, en fait, c'est profiter du sang des nôtres, qu'ils sont d'ailleurs partiellement responsables à avoir causé. C'est inacceptable, c'est inhumain, c'est très condamnable et nous devons continuer à le dire. C'est vrai que c'est risqué, hein, c'est risqué de le dire. Et c'est surtout risqué d'avoir trouvé tout ça. Beaucoup de Rwandais ignoraient que le génocide des Tutsis était, au sens de Paul Kagame et des siens, un génocide qui aurait commencé le 1er octobre 90. Beaucoup l'ignoraient et aujourd'hui ils vont dire ben, il a menti. Non, c'est bien écrit dans plusieurs lois. La loi sur le CNLG, la loi sur le FARGE, la loi sur le négationnisme qui réprime le négationnisme. Eh bien, c'est ça la définition. Et tout simplement, c'est un grand mensonge que le FPR se doit de corriger. Nous comprendrons sa gêne, nous comprendrons qu'il ait pu se tromper et tromper tout le monde, mais il faut absolument revoir la copie, Monsieur le Président, parce que la loi, par exemple, sur le FARGE a été signée par le président Kagame et le Premier ministre Izumuremyi Pierre Damien, qui est aujourd'hui en prison, je pense, mais il a contresigné cette loi. Donc, il faut absolument que ces lois, les différentes lois qui portent cette définition, sans parler de la définition du négationnisme. Il faudra qu'on fasse une autre émission d'ailleurs sur qu'est-ce que le négationnisme au Rwanda. Qu'est-ce que le négationnisme? Comment est-il défini dans la loi réprimant le négationnisme? Vous serez étonné de voir ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que si vous dites que le FPR a commis des massacres, vous devenez automatiquement un négationniste. C'est-à-dire que si vous acceptez le rapport mapping, comme il a été rendu par les Nations Unies, si vous citez un rapport comme le rapport Gersony, si vous citez le rapport de Human Rights Watch de septembre 1994, déjà, si vous citez le rapport d'Amnesty International, les différents rapports d'Amnesty, si vous citez, bref, si vous citez tous ces rapports, au terme de cette loi sur le négationnisme, vous êtes traité de négationniste. Il faudra bien qu'on puisse en parler et que les choses soient clarifiées. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, de nous avoir éclairé sur ce sujet parce qu'on se posait beaucoup de questions. Et d'ailleurs, je suis certain que certains Rwandais, comme vous l'avez dit, ne savaient pas que, aux yeux de FPR à Kigali, et contrairement d'ailleurs aux institutions internationales comme l'ONU, et eux, ils considèrent que le génocide contre les Tutsis a commencé le 1er octobre 1990. Et au moins, vous nous avez éclairé dans ce sujet et vous nous avez montré les raisons qui étaient cachées derrière ces faits. Juste un petit dernier élément. Lorsqu'en France, en mai 2018, je crois, ou 19, lorsqu'ils ont adopté un arrêté présidentiel, M. Macron a signé un arrêté en déclarant que le 7 avril de chaque année serait une journée de commémoration et de réflexion, comme aux Nations Unies d'ailleurs, sur le génocide des Tutsis. Eh bien, moi, j'ai pris les différentes lois sur le génocide, je les ai transmises à acquis de droit en France,
Ils ont dit, mais monsieur, vous racontez des histoires. Qui vous dit que le génocide a commencé en octobre 90? Je leur ai dit, lisez la loi, lisez les lois que Kagame a signées au Rwanda et vous me direz s'il vous a raconté des bobards, utilisons cette terminologie ordinaire et courante en France, ou s'il vous a dit la vérité. Ils étaient les premiers à s'en étonner. A dit, donc il y a un double langage. Quand ils viennent nous dire d'agir, d'être empathique, ils nous parlent d'avril 94. Mais à l'intérieur du pays, ils utilisent une autre notion de génocide qui aurait commencé le 1er octobre 90. Vous savez, nous devons en parler pour que tout le monde ouvre les yeux sur ces grands mensonges. C'est en pointant du doigt ce genre de mensonges que le monde finit par comprendre ce qui se passe dans notre pays et ce qui s'est réellement passé. Ceci dit, avant de finir l'émission, Célestin, permettez-moi de vraiment d'avoir quand même un instant, une pensée pour toutes les victimes rwandaises, tout comme Tutsi, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, plutôt du génocide, commis sur le sol de notre pays, mais aussi dans des pays voisins où des Rwandais ont été poursuivis, massacrés, comme des animaux. Nous devons d'abord, avant même de parler de tous ces mensonges, penser aux victimes de ces différents massacres, et c'est ça qui donne raison au travail que nous faisons. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Et justement, il faut vraiment avoir une pensée. C'est ça qui fait de nous des êtres humains, des humains tout simplement, nous devons avoir une pensée pour toutes ces victimes, tout compte fait de l'horreur qui s'est abattue sur notre région. On nous parle du Rwanda, mais il y a aussi la République démocratique du Congo, il y a au Burundi. Cette région des Grands Lacs, franchement, a connu tellement d'horreur dans ces 50 dernières années qu'il faudra très, très, très longtemps pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé là-bas et qu'on puisse considérer toutes les victimes. Cela n'est pas fini. Je vous remercie alors, monsieur l'ambassadeur. Nous parlons. Hier encore, j'ai eu des rapports, des statistiques de meurtres, ou plutôt d'assassinats, de massacres qui se commettent encore dans le Nord Kivu. Hier encore, j'ai vu des débats à Kinshasa où l'on se demande, mais Union sacrée, d'accord, mais entre-temps, nos populations continuent de subir des massacres, continuent d'être assassinées par un pays voisin, le Rwanda en l'occurrence. Et donc, en disant tout ceci, nous pensons évidemment aussi aux victimes congolaises. Plus de 8 millions de morts depuis 1996. Et notre pays est directement mêlé à ça, je veux dire, le gouvernement et le régime du FPR est directement responsable, au moins en grande partie, des massacres qui sont commis depuis ce jour-là à ce jour en RDC. Je ne termine pas quand même cette émission sans vous avoir dit, sans avoir parlé des commentaires des auditeurs qui nous suivent nombreux ce soir. Il y en a un qui dit « Bravo, monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Vianney ». Il y a l'autre qui dit bientôt, ils vont encore dire qu'il y a eu 2 millions de morts. Donc, quand vous parliez de la montée des effectifs, des chiffres, à mon avis, ils vont continuer à ajouter justement ce qui tue même maintenant, à les ajouter aux différentes victimes et le chiffre ne va cesser d'augmenter. Donc, je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, et bonne soirée et à mardi prochain alors. Hein. Merci, à la prochaine, frère Célestin. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?